Bonjour! Bienvenue sur le podcast Je marche donc je pense. Un podcast par Marie du Jardin des Talents. Des réflexions très personnelles sur la connaissance de soi. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Je marche donc je pense. Je remercie les auditeurs, auditrices qui m'envoient des petits messages suite à l'écoute de certains épisodes. J'ai beaucoup apprécié recevoir des longs mails d'une auditrice, fidèle auditrice, qui m'a à peu près détaillé tout son ressenti en niveau hypersensibilité sensorielle et émotionnelle. Et puis qui a pris le temps de me donner son ressenti par rapport à d'autres épisodes du podcast. J'ai beaucoup apprécié parce que ça donne une sensation de dialogue et que la personne a eu envie de réagir à ce qui avait été dit. Donc voilà, j'apprécie beaucoup. Donc si vous aussi vous avez envie de réagir, de m'envoyer à chaud ou à froid vos pensées par rapport à ce que vous avez entendu, vous pouvez me joindre par mail, le jardin des talents en un seul mot @gmail.com, ou via le tout petit compte Instagram, le jardin des talents. Voilà, deux moyens faciles et rapides de me joindre. Et puis évidemment, si vous avez envie de mettre une petite étoile dans votre lecteur de podcast sur le podcast, pour booster un peu la visibilité et de laisser un avis ou un petit commentaire personnel, eh bien faites-le. J'en serais très contente. Voilà, je fais un petit peu mon auto-pub, bien que ce soit pas le but à la base. J'ai pas lancé ce podcast pour devenir un podcast de grande écoute, mais voilà, je me dis que c'est chouette s'il est écouté, si des personnes se reconnaissent ou ont envie de réagir, ou même si vous avez envie de me dire Marie c'est juste du bullshit, dites-le gentiment, hein, mais voilà, je suis pas fermée aux critiques négatives, aux remarques négatives. Pour moi tout est à prendre, et puis ce sera ma responsabilité de gérer mes émotions par rapport à ce qui sera dit. Voilà. Justement, ce matin, je voulais aborder, j'avais mis un mini sondage sur la page Instagram, sur le compte Instagram. J'avais deux pistes pour ce nouvel épisode. J'avais la piste des spécificités alimentaires, parce que j'ai une de mes filles qui est largement concernée par le problème, et donc on a mis en place pas mal de trucs. J'ai aussi fait partie de ces enfants avec spécificité alimentaire, mais complètement reniés et déniés et traités par une forme de violence alimentaire, on va dire d'acharnement alimentaire, qui n'a pas aidé grand chose, si ce n'est engendrer des troubles alimentaires allant d'une forme de boulimie à une forme d'anorexie, enfin voilà, plus savoir comment me nourrir. Et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, mais bon, c'est toujours pas réglé cette histoire. J'aimerais bien la régler un jour. Et puis on se rend compte qu'il y a énormément d'adultes qui ont des spécificités alimentaires et qui ne savent pas forcément d'où ça vient. Et bon, il y a des moyens de remédier ça. Mais là, dans le cadre de ma poulette, c'est que ça devenait tellement handicapant qu'elle ne pouvait même plus manger à la cantine. Enfin, faut dire que je pense que j'ai payé juste la cantine pour des tranches de pain depuis qu'elle mange à la cantine, c'est-à-dire depuis son plus jeune âge. Jusqu'à maintenant, elle arrivait à s'en sortir, mais là, la puberté arrivant, ça commençait à devenir problématique. Donc voilà, j'avais proposé ce sujet-là, mais je ne l'ai pas encore assez approfondi. Et puis, si j'écoute mon cœur et mes tripes, ce qui résonne aujourd'hui, c'est la liberté de parole. Déjà parce que dedans il y a le mot liberté et que c'est une valeur fondamentale chez moi, c'est une valeur énergie, une valeur ressource.
qui est complètement à plat en ce moment. Elle est très très basse pour plein de raisons. Et puis la parole, c'est ce qui me constitue puisque je marche, je pense et je vous parle. Et que cette liberté de parole est à mon avis vitale dans les relations humaines. Et c'est quand même la base. Et justement, en s'interdisant une liberté suffisante, on engendre des croyances et des relations toxiques et malsaines, alors que oser dire, c'est aussi pouvoir ouvrir un autre chemin de communication et surtout sortir des fausses croyances. Alors cette idée ce concept de la liberté de parole, ça fait déjà un moment que je voulais l'aborder. Je savais pas trop sous quel angle et puis j'ai eu pas mal de vendredis matin qui étaient largement trop occupés pour pouvoir aller enregistrer mon podcast. Aujourd'hui il pleut, le terrain est complètement boueux et glissant, donc je dois faire attention où je mets mes pieds, ce qui entrave un peu la fluidité de la parole justement. Mais je me suis dit que j'allais pas me laisser barrer la route par la pluie parce que j'avais vraiment envie de faire ce podcast. C'était le bon moment, c'était le moment que ça sorte. Cette semaine, lors d'une séance de coaching, j'ai la personne avec qui j'étais en visio me dit j'ai un peu l'impression d'être la seule à pas trop gérer la situation dans ma boîte parce que les autres ont l'air de bien le vivre. Bing, 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 bing. Alerte, alerte, alerte. Fausse croyance. Et là, la question est sur quoi te bases-tu pour penser que les autres gèrent mieux la situation que toi ? Je sais pas. Elle me dit, c'est de ce que je vois, elles ont l'air de bien mieux gérer la situation. Et là, je lui ai posé la question, je lui ai dit, est-ce que toi, tu montres aux autres que tu gères pas bien cette situation ou est-ce que tu fais comme si tout allait bien ? Elle me dit, je montre pas vraiment parce que je veux pas qu'on pense que ça m'affecte. Je lui dis, alors, si tout le monde joue le jeu de mettre son costume de tout va bien, à quel moment on va pouvoir repérer que ça va pas ? Ah oui, j'avais pas vu les choses comme ça. Alors je lui dis, est-ce que tu as pris le temps d'aller demander aux autres ce que eux pensent de cette situation ? Non, je l'ai pas vraiment fait. Je dis, donc comment est-ce que tu peux savoir que eux vivent mieux la situation que toi ? Elle dit, c'est ce que j'ai supposé. Donc c'était juste un exemple pour moi très parlant de cette absence de liberté de parole. Quand on s'interdit la liberté d'expression, la liberté de parole, on engendre des fausses représentations qui sont absolument catastrophiques. Et donc cette personne, du coup, se sent à l'écart et pas comme les autres parce qu'elle, à l'intérieur, elle vit mal une situation, elle pense que tout le monde la vit bien et elle n'a pas pris le temps de demander aux autres comment ils la vivent vraiment réellement au fond d'eux. Et finalement, elle grandit, elle continue de grandir avec la fausse représentation d'elle-même que c'est elle qui est inadaptée au monde qui l'entoure et biais cognitif, paf, 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 le cerveau lui dit, tu vois, une fois de plus, c'est toi qui n'es pas à ta place, les autres ont l'air d'aller bien et toi tu vas pas bien et donc c'est toi qui est pas dans les normes. Ça fait peut-être écho. Je vous laisse un peu de temps pour réfléchir. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez aussi par moment ? Ah oui, tout le monde a l'air de s'amuser à cette soirée, sauf moi. Donc je ne suis pas à ma place. Tout le monde a l'air d'eux, sauf moi. Oui, mais à quel moment on est allé demander à la personne en face ce qu'elle pense réellement ? Eh bien, on ne le fait pas. On ne le fait pas parce qu'on a peur. C'est assez naturel et assez normal. On a peur de se confronter à une réponse que l'on n'a pas envie d'entendre. On n'a pas envie de prendre le risque que la personne dise « Ah ouais, je m'éclate à fond, pourquoi pas toi ?» Ouais, mais est-ce que c'est sa cape d'invisibilité qui lui fait dire qu'elle s'éclate à fond ? Ou est-ce qu'elle est parfaitement sincère dans ses propos ? On ne peut pas savoir. Aujourd'hui, on sait que toute personne de mauvaise foi est mauvaise foi pour l'extérieur, mais pas à l'intérieur. Quelqu'un de mauvaise foi va essayer de faire croire à l'extérieur d'elle-même
que non, tout va bien. Mais au fond d'elle-même, au fond de soi-même, on ne peut jamais se duper. La seule personne que l'on ne peut jamais duper, c'est soi-même. Si on prend le cas d'une personne alcoolique ou qui prend de la drogue, c'est la mauvaise conscience de ce qui s'est passé qui fait qu'ils replongent pour essayer d'oublier. Et ils ont beau essayer de faire croire aux autres que non, j'ai pas de problème. Au fond d'eux, ils savent très bien qu'ils ont un problème. Et on ne se dupe jamais soi-même. Donc quelqu'un qui dit ouais, moi je m'éclate à fond et tout, c'est juste trop bien. C'est peut-être juste une cape d'invisibilité pour pas paraître différent. Toujours cette histoire de pomme qui risque de passer dans le bac à compote. Si vous ne voyez pas à quoi je fais référence, c'est dans un des tout premiers podcasts. Et donc c'est toujours ce mode de survie qui est enclenché, surtout ne pas être différent des autres et faire illusion. C'est un mode de fonctionnement que j'ai adopté pendant très longtemps. Et puis j'ai eu un événement triste pour moi qui m'a fait prendre conscience que c'était pas, à mon sens, le meilleur des chemins. Alors on repart en 2007. 2007, où j'ai fait une fausse couche. Et à presque 3 mois, qui a été très très dur à vivre. Et je l'ai vécu comme le pire échec de toute ma vie. D'autant plus que c'est un sujet absolument tabou. Et même encore aujourd'hui, longtemps après, 13 ans plus tard, si à l'occasion d'un échange un peu, une situation sociale, comme on dit, je dis que j'ai fait une fausse couche, les gens en face sont un peu... ils savent pas quoi dire, quoi. Voilà. En fait, il n'y a rien à dire. Mais c'est souvent par peur de ce blanc, de ce froid que ça jette, qu'on n'ose pas dire les choses. Seulement, je me suis rendu compte au moment où moi j'ai fait ma fausse couche. J'en ai parlé beaucoup parce que je suis quelqu'un qui arrive très peu à garder pour elle ce qui ne va pas. Et j'en ai quand même parlé. Et d'abord, les réactions ont été un peu... les gens ne savaient pas trop quoi dire. Jusqu'au moment où, face à mon désarroi et ma grande tristesse, des personnes ont osé parler et me dire moi ça m'est déjà arrivé, moi j'en ai fait plusieurs. Oui, parce que je connaissais à ce moment-là des femmes de différents âges et que c'est quelque chose dont j'ai parlé avec ma famille, avec ma belle famille de l'époque. C'est avec des amis, avec des collègues. Je travaille dans une entreprise, on était 2000, donc forcément beaucoup plus d'interactions sociales. Et voilà, et c'est là où j'ai compris qu'en parlant d'un problème, on se rend compte que d'autres gens l'ont partagé et qu'on n'est pas juste tout seul avec son propre problème. Et d'en parler m'a beaucoup aidée. J'ai glané toutes les informations, tout ce que les autres femmes m'ont donné comme information. Et j'ai certains hommes aussi qui ont partagé des ressentis en me disant moi je sais que ma mère en a fait plusieurs. Je me souviens de l'avoir souvent vue pleurer quand j'étais petit et je comprenais pas trop pourquoi, on m'expliquait pas trop pourquoi. Mais après j'ai su ce que c'était. Puis j'ai vu ma femme en faire une et ça m'a bouleversée. Ah oui, ma sœur en a fait une, c'est vrai que ça a été un moment très difficile pour elle. Enfin voilà, la parole s'est libérée autour de moi. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire que quand je serais grande, c'était il y a 13 ans, je voulais faire un métier dans l'accompagnement. Au départ, j'étais partie pour faire doula. Donc le doula, c'est l'accompagnement périnatal. C'est pas une sage-femme, mais c'est une personne qui accompagne un couple dans son projet de naissance. Et j'avais vraiment envie de pouvoir faire cette activité-là, justement pour accompagner les futures mamans et les futurs papas et pouvoir avoir une liberté de dialogue et d'expression, une écoute sans jugement, puisque c'est une qualité que l'on m'a souvent remontée. Bon, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres épisodes, j'ai une capacité de non-jugement sur le moment. Après, parfois, j'ai des retours de manivelle où je me dis « mince,
En fait, on m'a dit ça, mais moi je suis complètement choquée, c'est complètement contre mes valeurs. Mais sur le moment, en tout cas, je suis sans jugement. Je vous rassure, j'ai très très peu de jugement. Je crois qu'il n'y a qu'une seule thématique sur laquelle je vais être choquée par après. C'est en rapport avec l'intégrité et la loyauté. C'est tout ce qui n'est pas en accord avec l'intégrité et la loyauté. C'est là en général où je vais être choquée. Pour tout le reste, je suis rarement choquée quand même. J'ai beaucoup de compréhension sur beaucoup de choses. Ce qui a aussi tout un tas d'inconvénients, parce que du coup j'ai une capacité d'acceptation qui dépasse la norme. Et donc j'ai tendance à me mettre dans des situations un peu complexes. Mais bon, ceci sera un autre sujet pour un autre podcast un jour. J'aime bien comme ça là, vous mettre des petites amorces. Voilà, donc à ce moment-là, je me dis, en fait, j'aimerais bien faire doula. Bon, ma vie perso-pro a fait que j'ai pas pu. Je m'étais inscrite à la formation après la naissance de ma 3e fille, et puis c'est là que tout est parti en vrille, que ça, il faut repartir sur le podcast 1. Voilà, la perte de mon boulot, le divorce, la vente de la maison, le départ en France, le burn-out, tout ça. Donc j'ai pas pu faire doula, et c'est un peu ce qui a encouragé la formation que je fais en ce moment autour du coaching, parce qu'on est toujours un peu dans la même direction. Et donc cette expérience-là, d'avoir osé parler de ma fausse couche, m'a fait comprendre que c'était important de partager son ressenti sur des situations complexes que l'on peut vivre. J'ai aussi l'habitude de parler assez facilement des événements un peu difficiles dans ma vie, comme mon burn-out par exemple. C'est quelque chose que j'aborde assez facilement, j'allais dire familièrement, mais je vois pas le rapport. Petit lapsus, cerveau, que voulais-tu me dire ? Parce qu'en fait il fait partie de moi. Et au-delà de le voir comme une faiblesse, je le vois vraiment comme une force, parce que faire un burn-out, c'est pas permis à tout le monde, déjà. Ça, c'est le côté je prends la grosse tête 2 secondes. Non, mais bon, pour avoir beaucoup lu sur le sujet quand même, on sait que c'est pas tout le monde qui fait un gros burn-out. Alors, je sais pas si on peut parler de vrai et de faux burn-out, mais il y a des moments d'épuisement, des moments de fatigue, des moments de déprime passagère. Et puis il y a le vrai burn-out, celui qui cloue au sol, qui fait tomber par terre, qui a des conséquences psychiques, qui est vraiment un arrêt sur image. Bon, c'est celui qui m'est arrivé, c'était pas juste un petit coup de déprime. Voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, si vous êtes nouveau sur le podcast, c'est l'épisode 1. Ça a été comme une crise cardiaque en fait chez moi. Je me suis écroulée sur le sol et allongée pendant 4 mois. Donc voilà, je le vis un peu comme une force. Déjà parce que c'est pas permis à tout le monde de le faire. C'est caractéristique des personnes hypersensibles, ultra consciencieuses, loyales, intègres, en recherche de cohérence. Donc je me dis que c'est quand même des super qualités tout ça. Et aussi je le vois comme une force parce que j'ai réussi à sortir de ce truc-là d'une façon plutôt positive. Je suis allée voir un ostéopathe un peu magicien là il n'y a pas longtemps, et on en a parlé et il m'a demandé ce que j'avais comme image mentale au moment où j'ai commencé à reprendre un peu d'énergie là sur la fin des 4 mois. Je lui disais en fait j'avais l'impression d'être dans le désert et que tout était possible dans ma vie. Il m'a dit mais maintenant c'est ce qu'il faut retrouver comme sensation, c'est ce qu'il va vraiment falloir, votre mission là, en gros votre quête, c'est d'arriver à retrouver cette sensation de liberté, d'être au milieu d'un désert et de savoir que vous pouvez aller dans chacune des directions et que de toute façon vous trouverez des solutions et de plus vous sentir enfermé dans une cage. Voilà, donc mon burn-out j'en parle facilement parce que pour moi c'est finalement une grande richesse, une grande force. Ça a été un événement extrêmement douloureux mais qui a entraîné des belles choses derrière. C'est un événement sur ma ligne de vie que je situerais en vallée à -10. L'événement le plus traumatisant de toute ma vie, je pense, mais qui serait suivi derrière par des pics en sommet qui seraient quasiment de même hauteur finalement,
Puis c'est ce qui m'a permis de rebondir, de construire quelque chose de nouveau, d'acquérir une grande liberté personnelle et de vivre plusieurs rêves. Voilà, donc c'est vrai que j'en parle facilement. Et alors c'est pareil que pour la fausse couche, hein. Quand ça arrive à l'occasion d'un dîner ou d'une situation sociale, peu importe laquelle, où on est en échange, en interaction, si je dis que j'ai fait un burn-out, les gens me disent « Ah ouais, ok, mais moi aussi j'en ai fait un, machin. Ah oui, il était comment le tien en gros ? Ah oui, toi t'es resté 4 mois. Ouf, voilà. » Bon, bah pareil, les gens restent un petit peu bouche bée, ils savent pas trop quoi répondre. Dans mon entourage ultra proche d'amis, j'ai eu beaucoup de soutien. Énormément de soutien. Après, j'ai perdu des amis aussi dans cette aventure du burn-out. J'ai des personnes qui n'ont pas été très bienveillantes avec moi, qui ont même été à la limite de la maltraitance psychologique, on va dire. Et puis, au niveau de ma famille, ça reste un grand tabou. C'est le truc, j'ai jamais eu le droit d'en parler. Comme si tout le monde en prenait une part de responsabilité, je sais pas. Mais voilà, si en famille ça sort, ça jette un froid plus que froid. Et puis j'ai déjà eu des remarques en rentrant de soirée où on m'a dit mais qu'est-ce que t'as eu besoin encore de parler de ce truc-là Enfin c'est un vieux truc quoi, je veux dire c'est arrivé il y a longtemps. Enfin t'es pas obligé de remettre ça sur le tapis à chaque fois que tu vois du monde. Et alors ce avec quoi je suis absolument pas d'accord, parce que pareil comme pour la fausse couche, je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui ont vécu des états proches du burn-out ou qui ont vécu un burn-out ou qui ont quelqu'un dans leur famille, dans leur entourage proche qui a vécu un burn-out ou qui est en burn-out. Et finalement, ça aide d'en parler, ça rassure de savoir que ça peut être un fonctionnement tout à fait normal pour une certaine typologie de personnes. Ça aide de savoir qu'il y a des gens qui ont l'air d'être toujours de bonne humeur et toujours rigolos, genre moi quand je mets ma cape de Madame Parfaite, tout va bien. Et qui peuvent vivre ce genre de truc et que ça fait pas de nous des humains moins pas valeureux, mais qui auraient moins de valeur qu'un autre, au contraire. Et j'ai déjà eu des demandes de personnes qui m'ont dit « Ah Marie, je sais que tu as déjà fait un burn-out. Voilà, qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir ? Comment tu t'es sentie ? Comment ça s'est traduit chez toi ? Qui m'ont posé plein de questions et qui ont permis de s'auto-scanner et de se dire « Ah bah non, bah moi en fait c'est pas un burn-out, c'est juste un gros moment de fatigue. Donc c'est pas ça, donc j'avance, je continue mon chemin. » Ou de se dire « Ah ben oui, c'est vrai, en fait... je suis une personne plutôt comme ceci ou comme ceci, donc je suis potentiellement plus à risque, ou ça peut m'arriver aussi. Enfin voilà, ça permet d'enclencher un dialogue. Alors je ne suis pas non plus cliente au dîner de con, c'est-à-dire que je pense savoir m'arrêter, j'espère. Si quelqu'un a une objection, je veux bien qu'on me la transmette. Mais je pense ne pas saouler tout le monde et ne parler que de ça pendant 3 heures. Sauf si je trouve une personne assise à côté de moi que ça intéresse et qui a envie d'en savoir plus. Alors petite pause sur mon environnement là. Il a tellement plu chez nous que c'est un peu compliqué. Alors je vais faire une photo de là où je me trouve, where I stand. Et donc c'est un peu compliqué, je ne sais pas trop par où passer. Il y a tellement de nouveaux ruisseaux là qui viennent de se... il y a beaucoup d'eau quoi. Et comme c'est une terre qui est très argileuse chez nous, l'eau rentre pas dans la terre. Il se peut que je gauge, comme on dit en charentais, c'est-à-dire que mes pieds vont prendre la flotte. Alors c'est un peu marécageux, c'est un peu complexe. Je suis bien embêtée. Voilà, je voulais faire mon chemin habituel. Mais il y a un peu trop d'eau. Hop, c'est bon, j'ai enjambé le petit cours d'eau. Voilà, c'était la petite pause. Vous venez avec moi en balade en forêt après une grosse tempête de pluie. Cette liberté de parole, elle touche tous les sujets.
Donc j'ai fait allusion dans le dernier podcast enregistré à un autre podcast qui s'appelle Injustice par Louis Média autour de l'inceste. Et justement, ce qu'explique la journaliste et les invités, les psychologues, tous les gens qui participent à ce podcast, c'est que l'inceste continue de vivre dans nos sociétés parce que on n'en parle pas. Et moi, ça me choque. Ça me choque complètement. Enfin, je trouve que c'est la chose la plus abjecte qui puisse exister. Et c'est aussi un peu ce qui est expliqué dans ce podcast. C'est une forme de prise de pouvoir, de manipulation, de dictature, de tyrannie. C'est prendre le pouvoir sur une personne en lui prenant ce qu'il y a de plus précieux en elle, s'attaquer à quelqu'un de plus petit pour montrer que quand on est plus grand et plus fort, on a tous les droits, que quand on est une femme, finalement, on vaut pas grand-chose aux yeux de certains hommes, parce que les recherches montrent que c'est quand même principalement des hommes qui ont l'ascendant sur des femmes dans le cas de l'inceste. Donc mais c'est tous les âges, hein. L'inceste peut même se produire à un âge très très petit. Et donc moins on en parlera et plus on continuera à perpétuer ce crime et on s'en sortira pas. Et donc l'idée de cet épisode sur la liberté de parole, elle est justement là. Commençons à parler de nos fissures, de nos blessures, de ce que l'on a en nous, pour que l'on ne continue plus à permettre des crimes, des choses abominables et à souffrir en silence. Nombre de femmes meurent jeunes, enfin jeunes, même 65 ans, c'est jeune quoi, parce que elles ont vécu des horreurs dans leur enfance dont elles n'ont absolument jamais parlé, et ce silence se transforme en maladie, et elles partent. Et c'est juste horrible. Le silence fait qu'on accepte quelque part une situation inacceptable, que l'on cautionne des choses qui sont inacceptables parce qu'on a peur et parce que on ne voit pas ce qu'on pourrait faire autrement. Et la seule chose que l'on peut faire autrement, c'est parler. Parler. Alors c'est facile à dire, pas toujours facile à faire. Quand on parle, les conséquences peuvent être rudes. On peut perdre beaucoup autour de soi, j'en ai fait les frais. Je sais que c'est pas simple de se retrouver seul avec ce qu'on a à dire. Quand on est enfant, c'est pas facile de trouver une personne capable d'entendre ce que l'on a à dire. Mais il faut vraiment prendre l'habitude de parler des choses et de ne pas avoir de restrictions, en tout cas sur ce qui nous touche et nous fait de la peine. Et c'est le propos principal que j'ai aujourd'hui dans l'éducation de mes enfants. Le propos principal, c'est personne ne peut savoir à ta place ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc si tu dis j'ai mal et que la personne en face te dit mais non, t'as pas mal, la question à renvoyer à l'interlocuteur, c'est sur quoi te bases-tu pour me dire que je n'ai pas mal, hein? Comment fais-tu toi pour savoir que moi je n'ai pas mal? Donc on ne peut pas juger à la place de soi-même. Et surtout, si on a quelque chose à dire, eh bien on le dit. Et si la personne en face répond oh là là, mais c'est bon, on l'a tous vécu, on n'en est pas mort, oh tu vas pas en faire tout un plat, mais quelle chochotte, oui bah écoute, t'as bien dû le chercher, non? Eh bien ça c'est inadmissible. C'est inapproprié et inadmissible. Si une personne répond ce genre de phrase en face, alors on a la preuve réelle que ce qu'on a à dire est dérangeant pour la société. Et donc il faut absolument trouver une oreille à l'écoute quelque part. Même, je sais pas moi, ça, c'est pas que sur des sujets graves, hein, c'est sur tout type de sujet. Si une personne répond non mais c'est bon, tu vas pas en faire tout un flanc, si en fait j'ai envie d'en faire tout un flanc parce que ça me concerne et ça concerne mes émotions
et ça concerne qui je suis moi. Et si moi ça me fait du mal, j'ai le droit de le dire en fait, et personne n'a le droit de m'interdire d'exprimer ce qui me fait du mal. Je reprends mon souffle. C'est bouleversant, je trouve, comme thématique. Évidemment, j'aimerais bien pouvoir aborder plus en détail des choses beaucoup plus personnelles, mais ma pudeur me l'interdit. J'aurais aimé pouvoir prendre des exemples bien plus personnels, mais pareil, mon devoir de réserve, ma pudeur me les interdisent. C'est pas pour ne pas prendre la parole, c'est juste que sur le podcast, je n'ai pas le contrôle de qui entend ou pas. Et que j'ai pas envie d'avoir des effets secondaires. C'est pas une forme de peur, c'est juste une forme de protection. Par contre, les bonnes personnes sont informées de ces choses-là. Et on est déjà en train de mettre des choses en place pour régler certains problèmes, pour réparer des blessures, pour avancer justement. Et donc justement par rapport à cette liberté de parole et aux conséquences de l'absence de liberté de parole, on discutait, je crois que oui, je vous ai déjà raconté que j'ai ma voisine américano-allemande avec qui je vais marcher régulièrement et c'est toujours l'occasion de parler allemand pendant 1h30, moi je suis trop contente. Et donc on discutait la semaine dernière d'une problématique précise d'une amie à elle qui justement ne s'est jamais autorisé la liberté de parole par rapport à des choses qu'elle a vécues dans son enfance et qui aujourd'hui a un rapport à l'autre et surtout aux hommes qui est complètement catastrophique. Et elle a 70 ans, elle n'arrive pas à s'en sortir. Et donc on en est arrivé à la conclusion, enfin c'est ma voisine qui m'a sorti cette phrase que j'ai trouvée d'une justesse extrême et qui est en train de devenir mon nouveau leitmotiv, mon nouveau un motto, on dit en allemand c'est motto, c'est une devise en quelque sorte. C'est, en français rapide comme ça, sa phrase c'était de me dire « Personne n'a à subir les blessures de l'enfance d'une personne adulte. Surtout à partir d'un certain âge et surtout aujourd'hui. » Pourquoi à partir d'un certain âge et pourquoi aujourd'hui ? Parce qu'en fait, on vit en 2020. On a accès à toutes les informations possibles sur Internet. Plus personne n'a d'excuses pour ne pas régler son problème intérieur. Aujourd'hui, on sait tous comment utiliser une recherche sur les moteurs de recherche. On a tous la capacité à s'auto-analyser, à essayer de comprendre ce qui tourne par rond, à mettre des mots, à taper sur Internet. J'ai peur quand je me retrouve tout seul chez moi, pouf, on va tomber sur syndrome de l'abandon, peur de l'abandon. Et puis là, après, on va trouver sur plein de choses, sur les origines, comment ça se traduit et puis sur comment on peut régler ça. Encore faut-il oser confier à Google son secret personnel, mais je pense qu'on a tous la capacité à le faire et en plus personne ne saura jamais rien parce que ça reste quand même secret entre l'ordinateur et soi-même et on peut effacer l'historique. Donc si on a honte de sa requête dans un moteur de recherche, on peut encore l'effacer. On a encore ce droit-là dans ses libertés personnelles. Donc aujourd'hui, ne rien mettre en place pour guérir ces blessures de l'enfance, ça reste quand même quelque chose, à partir d'un certain âge, je dirais, ça reste quand même quelque chose qui ne devrait plus être. Alors ça demande beaucoup de courage de régler les choses, mais il n'y a pas que les psys dans la vie, hein. Il y a des ostéopathes, il y a des ergothérapeutes, il y a des kinésiologues, il y a des magnétiseurs, des énergéticiens. Il y a tout un tas de trucs pour justement arriver à calmer ces blessures de l'enfant. Et quand on a des blessures qui engendrent des réactions débordantes, comme je le disais en début de podcast, la seule personne que l'on ne peut pas duper, c'est soi-même.
Et quand on a des réactions débordantes, on a beau essayer de faire croire à tout son environnement que non, je n'ai pas eu de réaction débordante. Au fond de soi-même, on en est quand même conscient. Sinon, il faut s'inquiéter. Je pense qu'on est bon pour un diagnostic de schizophrène. Enfin voilà, si on ne se rend pas compte de ces réactions débordantes, il y a quand même lieu de s'inquiéter sur sa santé mentale. Mais pour une personne qui fonctionne normalement et qui n'a pas recours à des substances chimiques extérieures et enivrantes, normalement on est quand même conscient de ces réactions débordantes, même si on ne veut pas les admettre face aux autres, mettre sa cape d'invisibilité. Comment ça, j'ai des réactions débordantes? Mais non, c'est toi qui as halluciné. Ça c'est typiquement de la mauvaise foi. On ne peut pas se duper soi-même toute sa vie. Et donc quand on est quand même un peu honnête avec soi-même et qu'on a quand même un peu conscience de ces réactions débordantes, même si on a archi honte de ces réactions débordantes et même si on culpabilise de ces réactions débordantes, on sait quand même que ça peut se régler, quoi. Je veux dire, c'est pas une fatalité, c'est pas un truc qu'on prend comme ça et on se dit ah non mais moi je suis comme ça, je suis mèche courte, je me mets en colère pour un rien, quoi. Ouais, mais enfin ça se travaille. Ça se travaille et c'est la responsabilité de chacun. Oh non mais c'est pas moi, c'est lui qui m'a énervé. Ah bah non, c'est ta capacité à gérer tes émotions dans une situation bien précise. Ça m'est arrivé cette semaine, on a une élève dans une classe qui est incontrôlable et ingérable. Je vais pas vous faire un détail de son incontrôlabilité, de son ingérabilité, mais c'est vraiment une élève problématique avec un parcours familial extrêmement compliqué qui, ceci dit, a quand même une forme d'intelligence très intéressante. C'est quand même une gamine qui est plutôt très très intelligente, mais qui a aussi un milieu familial extrêmement problématique et qui donc pose beaucoup de problèmes. Et donc elle est dans un sentiment d'insécurité à longueur de temps. Elle ne supporte pas d'avoir quelque chose dans son dos. Et donc elle est beaucoup mieux quand elle est assise au fond de la classe. Pour une raison absolument inconnue, je ne sais pas pourquoi. Il y a quelqu'un qui a établi un plan de classe, alors ça c'est les nouveaux trucs à la mode, c'est imposer une place fixe aux élèves marquée sur un bout de papier sur le bureau là. Et comme en ce moment avec le Covid, les gamins sont assis toute la journée dans la même classe, on en a des plans de classe, donc d'un prof à un autre, on n'a pas le droit de le bouger parce qu'il y a un prof qui décide qu'il a l'autorité sur les autres parce que je sais pas, il est plus vieux, il a plus d'expérience, il a une voix qui porte plus, j'en sais rien. Et il dit c'est le plan de classe et vous direz aux autres profs qu'ils n'ont plus le droit de le bouger. Bon, ok, d'accord. Donc, pour une raison absolument mystérieuse, cette gamine qui ne supporte pas d'avoir quoi que ce soit dans son dos parce que son sentiment d'insécurité est très très fort, s'est retrouvée assise au premier rang face au bureau du prof, donc avec toute la classe derrière elle. Donc autant dire que déjà elle avait des troubles du comportement, mais là ça n'a pas arrangé la sauce. Donc elle nous fait n'importe quoi. Et voilà, et elle nous fait tellement n'importe quoi que cette semaine, en fait, j'ai perdu le contrôle de mes émotions et je lui ai mal parlé. Je lui ai très très mal parlé, voilà. J'ai mis plein de gros mots dans ma phrase et je lui ai mal parlé. Alors j'ai pas crié, j'ai dit très calmement, mais voilà, j'ai dépassé mes limites. Bon, alors j'ai respiré un bon coup derrière. Et à froid, j'ai envoyé un mail à l'équipe pédagogique, donc c'est-à-dire à tous les profs, plus la direction, plus la CPE, plus les surveillants, plus l'infirmière scolaire, plus l'assistante sociale, pour dire que j'avais perdu le contrôle de mes émotions et que j'avais mal parlé à cet enfant. Voilà. Et donc c'est pas elle que j'ai incriminée, mais c'est moi et ma capacité à gérer mes émotions. Et donc c'est pas sa faute à elle, c'est la faute à ses parents, putain. Pardon. Et bon, et là honnêtement, je pense que pour aller dans le contrôle des émotions, parfois il ne faut pas non plus pousser mémé dans fossé. Non, c'est quoi déjà l'expression, je ne sais plus. Mais parfois c'est très très compliqué de gérer ses émotions, surtout quand on a en face de soi une personne qui est dans la mauvaise foi la plus totale. Et ce qui fait le plus sortir de ses gonds, c'est quand même la mauvaise foi. Essayez de scanner... Prenez le temps après l'écoute du podcast de scanner un peu ce qui vous fait sortir de vos gonds, ce qui vous met en colère, ce qui vous fait ressentir des pulsions de rage ou de
En général, c'est quand même la mauvaise foi. C'est l'absence de cohérence et l'absence de loyauté, d'intégrité. Donc la mauvaise foi. Une personne de mauvaise foi, c'est quand même très compliqué à gérer. Et là, j'ai envie de dire, ma responsabilité quant à la gestion de mes émotions face à une personne de mauvaise foi, j'aimerais bien que la personne en face, elle prenne sa part de responsabilité dans ma réaction débordante parfois. Parce que c'est quand même pas évident de rester calme et neutre et stoïque face à quelqu'un qui reste cloisonné dans sa mauvaise foi, quoi. Mais en général, c'est quand même à soi-même d'être responsable de la gestion de ses émotions. Et du coup, là, je suis en train de me dire que j'ai perdu le fil avec la liberté de parole. Ah mais non, j'ai pas perdu le fil du tout. C'est important de se sentir libre d'exprimer à d'autres ce que l'on a sur le cœur et sa propre responsabilité à soi-même. C'est d'être capable d'exprimer ces choses-là de façon adulte, on va dire. Donc en étant pas blessant, en disant moi il m'est arrivé ça et du coup ça provoque ça. Et donc j'ai très peur de ça et quand j'ai peur, je perds mes moyens et voilà. Ou j'ai vécu ça dans ma vie, alors ça a été une grande douleur, une grande souffrance, mais d'un autre côté, j'en ai tiré ça et ça, et ce qui fait de moi quelqu'un de plutôt pas mal. De s'engager, de garder une part de colère sur ces choses inacceptables, de garder une partie de colère fonctionnelle, celle qui fait avancer, celle qui fait qu'on peut s'engager dans une association, dans un mouvement, fait qu'on a envie d'aller aider d'autres gens. Mais en tout cas, garder sa boule de secret à l'intérieur de soi, ça ne peut qu'engendrer notamment des problèmes de santé. Et en plus, on reste dans la croyance sociétale que ça, c'est acceptable en fait, et qu'on n'a rien à dire, et que une espèce de force supérieure qui décide au-dessus de nous ce qu'on doit vivre ou pas. Et donc ça nous déresponsabilise et ça infantilise complètement les humains. Et c'est pas ce qu'on veut en fait. Enfin, moi de mon point de vue, j'ai envie qu'on puisse parler librement de certaines pratiques scolaires qui vont mettre à mal des gamins. J'ai envie qu'on puisse parler des violences intrafamiliales, qu'on arrête justement ce fonctionnement de violence intrafamiliale. Moi, j'en peux plus de voir des parents mal parler à leurs gamins, juger à leur place, déterminer ce qui est bon pour eux, les violenter, être violents physiquement. Et puis toutes ces phrases assassines qu'on entend toujours partout. Mais moi j'aimerais qu'on les dénonce en fait et qu'on les arrête. Enfin voilà, l'autre jour j'étais chez le coiffeur et il y avait un jeune couple avec un tout petit bout de chou là, de 2 ans à peu près pour lui raser la tête. Bref, ça je suis dans le jugement, chacun ses goûts. Mais voilà, en gros le discours à côté c'était oui, si t'es pas sage sur le siège de la coiffeuse, le papa Noël il passera pas. Mais ça c'est typiquement de la violence intrafamiliale, de la violence ordinaire éducative. Violence éducative ordinaire, VO. On n'a pas le droit de parler comme ça à un enfant. On n'a pas le droit de juger à sa place. On n'a pas le droit de lui imposer des trucs qui sont contre son développement. Et je pense que c'est important de parler de tout ça et d'ouvrir la parole, justement, de s'ouvrir à la réflexion collective de quoi avons-nous envie, de quoi avons-nous besoin. C'est important de sortir du tabou des violences faites sur les enfants, des violences sexuelles, de l'inceste, des agressions sur les femmes, de la peur qui du coup s'installe dans les relations même d'adultes, de pas oser dire ce qu'on ressent parce qu'on a peur de la réaction débordante de l'autre en face. Enfin, tous ces sujets-là doivent quand même devenir des sujets ouverts en toute bienveillance, bien sûr, de pouvoir communiquer
dans un monde idéal et de bisounours. Je cherche mes mots ce matin, je sais pas si c'est la pluie. Ou peut-être que j'ai trop de choses à dire et que moi aussi je pourrais avoir des réactions débordantes et j'essaie de les canaliser. Je crois que j'ai très très envie de crier ce matin, mais je vais pas vous percer les tympans en hurlant. Sauf que ça fait écho à tellement de choses qui sont encore trop douloureuses à l'intérieur et du coup je cherche mes mots. Parce que cette liberté de parole, on ne l'a pas beaucoup dans notre monde. On reste quand même souvent sous la peur de la réaction de l'autre. Là, on en parlait avec les enfants. J'en ai une qui est dans une situation un peu compliquée avec ses copines. Et donc, on essaie de chercher des solutions. Je dis, est-ce que tu pourrais arriver à leur dire écoutez les filles, moi là, vous me mettez dans une situation qui est beaucoup trop compliquée à gérer pour moi. Donc, vous croyez ce que vous voulez chacune de votre côté. Mais si c'est comme ça, moi je mange toute seule à la cantine et vous me gonflez pas avec vos trucs. Et là, elle me dit, bah oui, mais je vais leur faire de la peine. Je dis, bah oui, mais Minette, c'est toi qui rentres tous les jours en pleurs de l'école et t'as pas envie de leur faire de la peine à elle alors que c'est elle qui... Alors que toi, tu souffres énormément de leur attitude à ton égard. Donc à un moment donné, il faut savoir aussi se protéger soi, dire non aux autres, c'est se dire oui à soi-même. Et justement, ouvrir la liberté de parole, c'est dire non aux autres et se dire oui à soi-même. C'est se dire oui, j'ai le droit d'exprimer ce qui me touche et qui me fait du mal pour le moment. Et c'est à toi, interlocuteur, d'arriver à gérer tes émotions à propos de ce sujet. Et si tu n'y arrives pas, tant pis, quoi. Mais la conversation ne pourra pas aboutir ni continuer. Mais au moins, j'aurais dit ce que j'ai sur le cœur. Ça demande beaucoup de courage. Ça demande une grande liberté à l'intérieur de sa tête de se dire que j'ai le droit de. Alors... Quand j'ai les enfants qui me disent « Ouais, non, mais j'ai quand même le droit de refuser de mettre la table !» Je me dis « Marie, tu te fais avoir à ton propre jeu. » Alors là, dans cette situation, non, tu n'as pas le droit de refuser de mettre la table parce que ça s'appelle une tâche collective. Et si on vit tous ensemble dans la même maison, on a tous des obligations. Donc tu vas réaliser la tienne, qui est de mettre la table. Voilà. Après, il faut remettre les choses dans leur contexte. Et sous... prétexte du respect de la liberté d'expression, pas mettre non plus tout et n'importe quoi dedans. Et effectivement, si on nous objecte oui, enfin, j'ai encore le droit de je sais pas quoi, alors oui, effectivement, tu as le droit de, mais dans la mesure où ça m'affecte, tu sais bien que la liberté des uns commence là où s'arrête celle des autres. Non, c'est pas ça. La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Donc on doit toujours trouver un espèce de compromis entre ce que j'ai le droit de dire, de faire, de penser et ce qui peut affecter l'autre en face. Et ça, c'est pas évident à trouver, mais c'est l'objectif de l'autodétermination, c'est-à-dire arriver à comprendre ce qui est juste et bon pour moi et qui n'aura pas ou peu de conséquences négatives sur mon entourage. Arriver à trouver un juste milieu pour trouver un équilibre justement et revenir sur cette notion d'alignement tête-cœur-corps qui est le guide en fait, qui est le fil qui nous fait avancer. C'est quand on trouve l'alignement tête-cœur-corps que l'on trouve la bonne énergie pour avancer. Et si l'un des éléments est un peu bridé ou mis en retrait, ou au contraire, si un prend le dessus sur tous les autres, c'est compliqué d'avancer de façon équilibrée. Donc, je ne sais pas si j'ai une conclusion sur ce podcast. Allez, je vais me la faire prof. Quelle conclusion en tireriez-vous, vous ? Voilà. Ça fait 3 heures. Je corrigerai les copies. Mais quelle conclusion avez-vous envie d'en tirer, en fait, de l'expression, de sa liberté de parole, ouvrir la liberté de la parole ? Quelles seraient les conséquences pour vous-même
quelles sont les conséquences que vous pensez que cela aurait pour votre entourage, quels en seraient les bénéfices, quels en seraient les inconvénients, les désagréments, qu'est-ce que cela provoquerait chez vous, qu'est-ce que ça pourrait libérer chez vous, qu'est-ce que ça pourrait changer dans le monde dans lequel on vit. Voilà, quel est mon rôle? Est-ce que moi aussi, je garde au fond de moi des secrets qui ne font que augmenter la croyance populaire que tout va bien, on gère tous hyper bien. Est-ce que oser dire non, je vais pas bien, c'est prendre le risque d'être perçu pour quelqu'un de dépressif une fois de plus, ou quelqu'un qui a juste envie d'exprimer son émotion du moment et son ressenti. Alors hier, j'ai pris beaucoup de courage et j'ai osé mettre sur mes réseaux le fait que non, j'ai pas le moral en ce moment, je broie du noir pour plein de raisons et c'est très compliqué à vivre. Et cette absence de liberté, je l'avais pas trop ressentie jusqu'à maintenant, mais là elle commence à devenir extrêmement pesante. Mais pour plein de raisons, en fait, c'est pas juste le confinement qui me prive de liberté, c'est qu'il y a d'autres éléments qui me privent de liberté. Et ça commence à faire un peu too much. Et là, j'ai mon cheval fou intérieur qui a envie de repartir courir dans les prairies. Il peut pas aller écouter de musique, mon cheval fou. Donc heureusement, c'est en référence à une vieille chanson des Ludwig von 88, ce vieux groupe de punk des années 80 qui dit cheval fou courir. Voilà. Et en fait, je me suis toujours assimilée à ce cheval fou courir. Je suis toujours à fond, toujours en train de faire plein de trucs, une énergie qui déborde, tout ça. Mon petit côté un peu hyperactive. Et puis ma grande liberté à l'intérieur de ma tête, parce que dans ma tête, c'est des grandes plaines. Je me vois comme un Indien sur son petit cheval au milieu de ces plaines en train de courir avant l'arrivée des Européens qui les ont dézingués, on est bien d'accord. Mais cette grande liberté, je crois que c'est ce qui fascine aussi quand on vient de travailler sur les natifs aux États-Unis et je pense que c'est ce qui fascine énormément de monde depuis toujours. C'est la grande liberté qu'avait ce peuple avant l'arrivée des Européens. Ils avaient un espace immense. Ils étaient très peu nombreux et ils étaient complètement libres en fait. Bon, il y avait des guerres entre eux, tout ça, mais ils étaient quand même globalement hyper libres. Et donc l'image que j'ai de moi dans ma tête, c'est cette image de quelqu'un qui est habillé comme il en a envie, avec ses plumes et son maquillage, là, un peu excentrique pour notre monde ici, mais je porte souvent beaucoup de couleurs, ou parfois que du noir, enfin ça dépend, mais j'ai aussi des trucs très colorés comme ça, et j'ai besoin de beaucoup de couleurs dans ma vie. Si j'étais seule décisionnaire, j'aurais une maison riche en couleurs. Et en fait, ce cheval fou, en ce moment, il peut pas galoper, quoi. Voilà, il peut pas aller écouter de musique, il peut pas aller au théâtre, il peut pas aller voir de danse, il peut pas danser non plus, il peut rien faire, quoi. Il peut pas avoir ses amis, il peut rien faire, juste aller marcher dans la forêt et enregistrer des podcasts de temps en temps. Bon, je me dis que c'est déjà mieux que rien, mais c'est une très grande frustration. Et voilà, donc hier j'ai osé le dire sur mes réseaux, quand on est dans une démarche artistique par rapport à l'atelier au fond du jardin, ou une démarche d'accompagnement, le jardin des talents. Je me dis qu'il faut quand même être honnête avec les personnes qui sont à l'écoute de ce qui est dit, et que c'était certainement pas moi qui allait vous faire croire que tout allait bien dans le meilleur des mondes, parce qu'en ce moment c'est vraiment pas le cas. Voilà. Bon, j'arrive chez moi, donc je vais vous laisser. Je vous souhaite une belle journée, un bon week-end, une belle semaine. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'enregistrer d'autres podcasts avant les fêtes. Je ne sais pas encore. Voilà, donc je vous envoie plein de pensées. Et puis, comme dit en début de podcast, si vous avez envie d'échanger avec moi, faites-le par le mail, lejardindestalents@gmail.com, par le compte Instagram, le Jardin des Talents. Abonnez-vous, participez au petit sondage. Enfin voilà, j'essaie de faire des trucs un peu interactifs quand je peux.
Et puis d'une petite étoile en bas et voilà, et relayer les infos si vous avez envie, inviter des amis à venir nous écouter. Et puis à bientôt. Au revoir.